Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on reçoit... Philippe Laprise! Moi, génial! Philippe Laprise est un humoriste québécois. Il vient du Saguenay et il a 46 ans. Philippe a fait ses débuts en improvisation en jouant dans plusieurs ligues. Il obtient un diplôme de l'École de l'humour en 2002. Il participe ensuite à plusieurs festivals d'humour. Il remporte le titre de révélation lors du festival Juste pour rire en 2007. Il est nommé découverte de l'année au gala Les Oliviers 2009. Il présente son premier spectacle solo en 2009, pendant 3 ans partout au Québec. Par la suite, ses deuxième et troisième spectacles solo remportent aussi un grand succès. En 2020, Philippe Laprise découvre une bosse inquiétante sur son corps. Après plusieurs mois d'examens médicaux et d'angoisse, il a décidé de s'inspirer de cette histoire pour son 4e spectacle intitulé « Pourquoi pas ». Philippe Laprise a aussi été très populaire à la télé. Surtout avec son émission Jeunesse vrac la vie. En 2018, Philippe Laprise lance une fondation à son nom, dont l'objectif est de soutenir les enfants et les familles qui vivent avec un diagnostic de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité TDAH. L'humoriste, tout comme ses enfants, est diagnostiqué avec un TDAH. Nous avons eu la chance de le rencontrer récemment avant son spectacle à la Chute. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Oh boy, j'étais vraiment un petit garçon tannant. J'étais vraiment un petit garçon qui avait beaucoup d'énergie. J'étais toujours en train de parler. Je parlais constamment. Mes profs devaient se demander. Mais j'étais très gentil, par exemple. Tu sais, j'étais un petit garçon énervé, rempli d'énergie, mais j'étais fin. J'étais pas un petit garçon méchant. Fait que ça faisait de moi un être extraordinaire. À quel âge avez-vous commencé à réaliser que vous aviez un grand sens de l'humour? Bien, j'ai commencé de bonne heure parce qu'étant donné que j'avais un TDAH, il fallait que je rie un peu de moi parce que des fois, je faisais des affaires que je comprenais pas toutes, tu sais. Puis, je me suis spécialisé dans ça, mettons, quand j'étais en 6e année. C'est là que j'ai commencé à faire des petits spectacles, à participer, genre où on avait une espèce de talent show, nous autres, dans notre école primaire. Puis, on faisait des talents. Moi, j'allais faire 2-3 niaiseries, puis je repartais, puis j'étais bien heureux. Est-ce qu'il y a des humoristes que vous vous êtes inspirés dans votre jeunesse? Ben oui, en fait, j'ai beaucoup d'idoles de jeunesse, des humoristes. Tu sais, je vais essayer d'en trouver que vous connaissez, qui ne sont pas décédés. Bon, bien évidemment, Olivier Guimond, c'est un grand humoriste qu'à l'époque, c'est lui qui a le trophée des Oliviers, c'est lui, tu sais. Jean-Michel Anctil aussi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Mario Jean, mais celui qui m'a le plus inspiré, c'est Michel Courtemanche. Moi, je trouve ça le fun parce qu'il était très physique. Tu sais, il était comme... il faisait des grimaces, puis j'aimais bien ça. Puis, mettons, un que vous connaissez, vous, c'est Caillou. Je me suis inspiré de Caillou pour faire ma carrière. Parlez-nous de l'importance de l'improvisation dans votre vie. Bien, l'improvisation, moi, ça m'a toujours sauvé parce que j'étais un petit gars très rapide au niveau, mettons, je sautais partout, mais dans ma tête aussi, ça va très, très vite.
Fait que l'improvisation, ça m'a amené à avoir du plaisir, puis ça m'a valorisé. Parce que les gens commençaient à m'aimer, puis à me trouver drôle, puis à me trouver le fun. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire que je suis pas juste un gars énervé, je suis capable de faire rire, puis tout ça. Fait que l'improvisation, c'est ça que ça m'a apporté dans ma vie. Est-ce que c'est difficile de trouver des blagues? Oui, c'est très difficile de trouver des blagues. C'est juste que des fois, il faut se laisser inspirer par tout ce qui est autour de nous. Tu sais, des fois, ça va être quelqu'un, mettons, je sais pas, moi, que son chandail est sale ou que quelqu'un qui vient de tomber par terre. Fait qu'il faut vraiment s'ouvrir à être inspiré partout. Mais une fois, c'est comme l'entraînement. Tu sais, plus tu vas courir, plus tu vas être bon. Mais plus je m'entraîne à écrire, plus je suis bon pour écrire des niaiseries. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres humoristes? Bien, c'est difficile, non, mais ça demande beaucoup de travail, en fait. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, qu'est-ce qui fait que moi, je vais marcher puis qu'un autre ne marche pas? Ça, on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, des fois, ça arrive dans, je sais pas, les planètes ne sont pas alignées, l'énergie. Mais ce qu'il faut qu'on fasse dans notre métier, nous, c'est simple, c'est focusser sur notre travail, sur ce qu'on fait. Moi, dans ma job, là, je me compare pas aux autres. J'essaie pas de faire, ah, lui, il a plus que moi j'ai plus que lui. Non, non, non. Moi, je focus sur mon métier d'être comique puis d'être drôle partout où je vais. Fait que c'est pas difficile c'est difficile de se démarquer, mais c'est juste que, à un moment donné, il y a trois choses. Il y a le talent, il y a le timing, puis il y a la chance. Il y en a qui ont du talent, puis du timing. Timing, c'est ce que ça veut dire, c'est que tu arrives à la bonne place au bon moment. Puis il y en a qui ont les trois. Quand tu as du talent, que tu es bon, que tu es arrivé à la bonne place, que tu as, mettons, fait un beau succès à une bonne place, puis que... J'ai oublié l'autre, c'est drôle, hein? Puis que le timing, le talent, puis la chance. C'est que des fois aussi, tu es chanceux. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas devenir chum avec, puis tu réalises pas que ce gars-là, mettons, travaille pour une grosse business, puis il va te donner un coup de main comme, je sais pas, juste pour rire au Bel Québec, tu sais. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que l'on peut rire de tous les sujets selon vous? En fait, je pense que oui. Je pense que ça dépend de l'humoriste, si lui, il a envie de faire ça. Je pense qu'on peut rire de tout dans la vie. Il faut que ça soit bien fait, puis que ça soit fait intelligemment. Mais il y en a comme moi, des fois, qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. Il y a des sujets qui me rendent mal à l'aise. Moi, quand je fais une blague puis je suis pas bien, c'est parce que les gens ne seront pas bien non plus. Fait que j'aime autant laisser aller puis faire d'autres choses. Mais je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit très... très peaufiné, tu sais, comme mettons quand votre papa il fait un pet, tu sais, ça on peut rire de ça. Mais si mettons c'est votre maman, oh non, ça on rit pas des mamans qui font des pets, hein? En tout cas. Parlez-nous du prix Révélation que vous avez remporté au festival Juste pour rire en 2007. C'est très drôle parce que je m'en souvenais même pas que j'avais gagné ça en 2007. Je cherchais l'année, en fait, la semaine passée avec des amis, puis tu me confirmes que c'est en 2007. Bien, ce prix-là, il a été hyper important dans ma carrière parce que moi, je suis éducateur spécialisé de formation. J'étais éducateur spécialisé, je travaillais en déficience intellectuelle avec des troubles graves de comportement. Ça, c'est des messieurs puis des madames qui, des fois, ils se désorganisent puis ont besoin d'un petit coup de main pour revenir sur Terre avec nous autres, tu comprends? Fait que j'ai gagné ce prix-là, et quand j'ai gagné ce prix-là, j'ai réalisé que je pouvais peut-être faire ça toute ma vie. C'était la première fois que je me démarquais parmi d'autres. Tu sais, quand tu gagnes un prix, tu fais « Oh my God, il y a plein d'humoristes, mais c'est moi qui l'ai gagné. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, t'sais. Fait que c'est à partir de là que j'ai lâché ma job, j'ai commencé à faire ça. Puis là, aujourd'hui, je le fais encore. Connaissez-vous quelqu'un qui a le cancer? Je fais « Ben oui, on connaît tous quelqu'un qui a le cancer. » Il dit « Est-ce qu'il est déjà venu se baigner chez vous? » Je fais « Hein? » Je fais « C'est contagieux? » Il fait « Non, non. » Et il me dit « Nous aussi, les médecins, on fait de l'humour. » Parlez-nous de l'importance de l'émission Vrac la vie et de votre personnage Phil. Ah ben ça, c'est super important aussi parce que Vrac la vie, ça a été l'école pour moi de devenir comédien. C'est là que j'ai appris à jouer devant la télé, devant une caméra, de jouer sans regarder la caméra, d'avoir, tu sais. Puis mon personnage, ben c'est un personnage très recherché. C'est un homme, Philippe, qui était vraiment un imbécile sur toute la ligne, mais c'est vraiment... Moi, je suis pas comme ça dans la vie, là, tu sais, mais je suis comme ça dans la vie. Ça a été un personnage copié sur ma vie. C'était vraiment des niaiseries. On avait vraiment du fun, mais cette série-là m'a aidé à me faire encore plus connaître puis à rencontrer des comédiens extraordinaires comme Pierre Hébert, comme Marie-Soleil Dion, comme Marie-Claude Saint-Laurent, Patrice Cocro, puis tout ça. Fait que c'était bien le fun. Ça, j'ai beaucoup aimé Vrac la vie. Parlez-nous de votre fondation pour les gens ayant le TDAH. Bon,
Bien, la Fondation Philippe Laprise pour le TDAH, complètement TDAH en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on ramasse des sous pour aider les familles, puis les enfants, puis les adultes qui vivent avec le TDAH. Ce que je veux faire avec ça, c'est être capable de donner toutes les informations nécessaires pour que tout le monde comprenne c'est quoi le TDAH, puis après ça, d'être capable de donner des sous à tous les organismes au Québec qui s'occupent du TDAH pour qu'ils puissent faire des beaux programmes avec les jeunes qui ont des TDAH ou les adultes qui ont des TDAH, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que moi, j'en ai un TDAH. Je ne sais pas si ça paraît. Tu as remarqué que j'avais un TDAH? Je sais pas, t'as pas remarqué que j'avais un TDAH. Les autres, vous avez remarqué que j'avais un TDAH. T'as remarqué que j'avais un TDAH? T'as pas remarqué? Personne n'a remarqué que j'avais un TDAH? Hein? Qui te l'a dit? Ah, phew, OK, excellent. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai parti de la Fondation. C'est pour aider les jeunes puis les adultes à mieux vivre avec leur TDAH. Quel rêve avez-vous en lien avec votre métier? Ben, des rêves, j'en avais plein que j'ai réalisés déjà, comme animer des galas juste pour rire, animer les Oliviers, c'était tous des rêves que je voulais. Faire des shows solo, des one-man shows, comme on appelle en anglais, en français, tu sais. Puis c'était pas mal ça, mais je te dirais que un de mes rêves, là, comme là, en ce moment, là, est-ce que tu as écouté LOL, toi, sur Prime? Ouais, c'est ça, je sais pas. Vous l'avez écouté? Mais non, c'est 16 ans et plus. Comment ça, vous avez écouté LOL, les jeunes? Vous avez écouté ça, là? OK? Bon, ben moi, tu vois, là, moi, là, un de mes rêves, là, ça serait de jouer dans le LOL. Genre le best-of au monde. D'aller jouer avec d'autres humoristes dans le monde, des Allemands, des Australiens, puis garder notre langue. Qu'eux parlent anglais, australien, net, moi, je parle juste français. Moi, ça me ferait rire. J'aurais du fun au bout. Ça, c'est un rêve que j'aimerais faire. Il n'arrivera jamais, mais j'espère que LOL France vont m'inviter un jour. J'aimerais ça faire un film aussi. Avez-vous un conseil pour ceux qui veulent devenir humoristes? Oui, devenez plombier. Non, c'est une blague. Tu as pas à la face, ça a fait « Oh! Oh! » Le conseil que je donne à tous les jeunes qui veulent devenir humoristes, c'est de continuer et de ne pas faire le saut parce que c'est un métier où il faut travailler très, très fort pour arriver là, mettons, ce que je suis aujourd'hui. Fait que c'est constamment, il faut travailler, puis tout ça. Puis il faut jamais lâcher, puis jamais se faire... Si quelqu'un à côté de toi dit « Ouais, tu n'y arriveras jamais », celui-là, il faut que tu le lâches. Il faut que tu avances avec ceux qui vont croire en toi, puis tout ça. Puis il n'y a rien qui est impossible, les jeunes. Rien. Bonjour mon oncle. Salut. Pour laquelle raison vous êtes devenu sonorisateur? Sonorisateur, ça a commencé, j'étais adolescent. J'avais peut-être 12-13 ans. J'ai commencé à jouer de la guitare. Puis à un moment donné, je suis allé dans un spectacle avec mes parents. Et puis, c'était au Forum de Montréal, que tu connais pas. C'est là, avant le Centre Bell. C'était le Forum, les Canadiens jouaient là. Puis, on avait été voir Jean-Marc Parent. On avait arrivé de bonne heure. Puis, on avait vu les coulisses. Puis, j'avais trouvé ça bien fun, bien magique. Puis, quelques années plus tard, j'étais vers peut-être 19 ans, 20 ans. Il y avait un salon des métiers. Puis, j'avais vu un endroit où je pouvais aller étudier au collège en sonorisation, en conception sonore. C'est comme ça que ça a commencé. Quel spectacle avez-vous mieux aimé sonoriser? Bien, dans le domaine que je suis, il y a plusieurs façons de faire le son. Je peux faire de l'événementiel, que ce soit en corporatif, que ce soit en festival ou les spectacles de salle comme ici. Mais moi, je préfère les spectacles de musique avec un groupe rock ou ça peut être la musique funk, ça peut être du jazz, ça peut être du classique, ça ne me dérange pas, mais j'aime mieux la musique. Comme que des fois, je peux faire des conférences de presse ou des soirées corpo, que c'est des soirées gala ou ces choses-là. Quelle qualité il faut pour devenir sonorisateur? Premièrement, il faut toujours être calme et respectueux. Rester calme parce que ça peut être très stressant, ce métier-là, mais si ça paraît, ça ne fonctionnera pas, surtout avec les artistes. Quand on travaille avec les artistes, on veut toujours faire certain que l'artiste est à l'aise et qu'elle se sente en confiance. Rester calme, c'est la première des choses. Puis deuxièmement, c'est avoir le respect, respecter l'artiste, ses demandes. Puis généralement,
ça va bien quand on a ces deux qualités-là. C'est la qualité de départ, ça. Est-ce que vous vous déplacez beaucoup pour être sonorisé? Pour sonoriser? Avec la compagnie avec qui je travaille présentement, non. J'ai pas besoin de me déplacer si loin. Je peux aller comme Montréal ou à Gatineau, Ottawa, dans ces régions-là. J'ai déjà fait de la sonorisation en Floride pendant 2 mois. Les spectacles des artistes québécois qui descendaient en Floride. Je suis allé peut-être 2 mois là-bas faire de spectacles à chaque semaine. Mais c'est pas... présentement, non. Je fais pas des grandes tournées. Je me promène pas tant que ça. Ça va être plus dans mon secteur, dans mon coin. Depuis combien de temps vous sonorisez? Bien, j'ai commencé en 97. En 97, j'ai commencé le collège. Puis après ça, c'est depuis ce temps-là. Environ 26 ans. Au début, j'en faisais pas beaucoup. Mais au fil des années, j'ai commencé à en faire plus. Puis là, ça fait peut-être 5 à 10 ans que je suis à temps plein là-dedans. Quels sont vos futurs projets pour votre métier? Futur projet, peut-être, comme présentement, je suis avec une compagnie que je suis très bien, je suis à l'aise, ça va bien. C'est super le fun. Peut-être un jour avoir une tournée avec soit un band ou dépendant qui, je sais pas, là, Céline Dion. On m'a soufflé ça. Non, mais peut-être faire une tournée peut-être avec un groupe de musique ou peut-être un humoriste aussi, dépendant. Pouvez-vous nous montrer comment fonctionne votre équipement? Absolument. Là, ici, on a une console de son. Si on regarde là par là, si on peut aller voir, c'est la console d'éclairage. Mais moi, je ne fais pas d'éclairage, je fais juste du son. Ici, présentement, on a une vidéo qui roule présentement pour les publicités dans la salle. Puis, j'ai à la console, parce que là, j'ai pas de micro d'ouvert ou rien, parce que ce soir, on reçoit Dominique. Donc, c'est pas moi qui fais la sonorisation ce soir, mais je reçois l'équipe à Dominique pour le spectacle ce soir. C'est pas très compliqué. On a des entrées ici. On a plusieurs... sur la table, on a plusieurs étages, si on veut. À chaque bouton que j'appuie, mais ça change. Ces boutons-là restent pareils, mais c'est toutes différentes entrées. Donc ici, lui, sur le spectacle de Dominique, ici, on a le vocal numéro 1, vocal numéro 2, c'est que c'est les 2 micros. À ce soir, il y a une première partie, donc il va y avoir 2 micros qui vont être utilisés. Et le troisième ici, c'est un micro au cas qu'il y en a un qui brise. Et ici, on a la musique pendant le spectacle qui va être utilisée. Ça c'est ce que le sonorisateur de Dominique a programmé dans la console. Si c'était un groupe de musique, j'imagine que chaque instrument... Chaque ligne aurait une entrée spécifique. Généralement, on commence l'entrée 1. Ici, on commence avec la batterie. On va commencer avec la grosse caisse, la caisse claire, et puis ainsi de suite, jusqu'à environ peut-être 8 à 10 entrées, généralement, sur une batterie. Alors ça, on continue avec la basse, la guitare, les voix, tout dépendant, les claviers. Et le but, c'est de faire certain qu'on entende tous les instruments. D'un sonorisateur à l'autre, dans le fond, c'est un art, ça, ici. Ça va aller avec la discrétion du sonorisateur. Ils disent que généralement, le sonorisateur, ça fait partie c'est un autre membre d'un groupe de musique, si on veut, parce qu'on peut faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire, puis c'est à nous à le contrôler à ce moment-là. Parce qu'il y a la sonorisation avant, pour la salle, puis il y a la sonorisation sur la scène pour les musiciens. C'est quoi votre rôle à la Polyvalente Lavigne? Moi, je m'occupe de l'audiovisuel, qui inclut, dans le fond, la sonorisation de la salle, l'éclairage de la salle, dans le fond, accueillir les spectacles d'école. Quand il n'y a pas de spectacle, je peux m'occuper du prêt de matériel, les téléviseurs, les appareils électroniques, réparer, installer, tout dans l'école. Qu'est-ce qui est le plus motivant quand tu fais ce métier-là pour toi, là? Il n'y a pas de routine. Chaque jour, c'est un nouveau défi. C'est jamais pareil d'une journée à l'autre. Fait que c'est pas comme dans une usine que tu fais la même affaire pendant 30 ans. C'est ça qui est le fun. Je pense que tu as une tâche un peu d'enseignement parce que tu as des jeunes de la polyvalente que tu formes. Oui. Depuis que je suis à l'emploi de la commission scolaire, je suis dans ma 18e année. J'ai formé plusieurs élèves avec les années, dont Thomas qui est ici, qui est en charge pour la technique avec l'équipe de ProSon.
Comme cet été, la chute en fête, c'était la plupart, je dirais quasiment toutes des élèves qui ont passé par ici à la Poly, qui ont aimé le métier, qui ont été étudiés là-dedans, puis qui travaillent là-dedans. Ils font ça. Il y a une bonne partie qui font ça comme à temps plein aujourd'hui. En fait, moi, je suis la fille à Benoît. Fait que ça a tout le temps été dans ma vie faire ça. Puis avec Tom, qui était en même temps que moi à l'école, j'ai beaucoup plus appris. Puis là, ben, je commence de plus en plus à faire de l'éclairage. Puis j'aime ça. Fait que c'est mon deuxième métier pour le moment. Moi, dans le fond, c'est que j'ai commencé au primaire. Dans le fond, on a eu un manque de tech à mon école primaire. Donc, j'ai appris la technique par moi-même pour aider à l'école à évoluer avec le système de son, l'équipement. Quand je suis arrivé à la Poly, j'ai rencontré Ben. Fait que là, on a commencé à évoluer plus avec la salle. Puis là, de temps en temps, je reviens souvent pour faire des spectacles ici ou venir donner un coup de main. Là, dans le fond, moi, je travaille là-dedans 40 heures semaine. Je suis ici en éclairage, je fais un peu de son, je fais du vidéo aussi, de base, mais je suis vraiment plus spécialisé côté éclairage, niveau toute l'alimentation électrique, les fixtures, la programmation. Fait que ces consoles-là, dans le fond, ça, c'est vraiment plus mon secteur que celle-là qui est ici. On a chacun nos défis, chacun nos challenges, puis c'est jamais la même routine, toujours un nouveau défi, un nouvel environnement, un nouveau personnel que tu rencontres. C'est le fun, ça bouge beaucoup. Après le matin, en longeant le sable, il avait vu en l'air une mer de canard. Il arrive sur l'eau, le chien sépare, aux yeux ronds tremblants d'excitation. Jeté à la nage, le soleil était haut, parfois une bête près de la surface, au graveur tournoyant la chaloupe des labradors. À leur côté, des filets dévoués de retour sur l'eau. Dum, 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 param, param. Boom, chicka chat, boom, chicka chat, boom, chicka chat. Dum, dum, dum. La danse fatigue. Parmi les glaces se trouve l'entrée de la pêche. Par contre, des glaces risquent d'emporter avec elles l'homme. La glace fatigue. Parmi les glaces se trouve l'entrée de la pêche. Par contre, des glaces risquent d'emporter avec elles l'homme. Voilà. C'est quoi le projet que vous êtes venu faire à l'école? Oui, bien, comme projet que je suis venu faire à l'école, c'est un projet beatbox. Je sais que les élèves de la classe de Mme Charlène aiment beaucoup faire des sons ensemble. Et là, je suis venu leur montrer un peu comment organiser ça. Comment on peut, en 4 temps, faire un rythme avec des différents timbres, des différentes hauteurs de son. Et on a construit un rythme ensemble. Et par-dessus ça, on a mis un texte. Donc, un texte qui a été composé avec une technique qu'on appelle les ratures. On prenait un texte existant, on barrait des morceaux, puis ça faisait un nouveau texte. Donc, c'est ça l'atelier qu'on a fait. Il ne serait pas gentil, la jalousie porterait du mal, marasme ma personne, méfie-toi. Il ne serait pas gentil, la jalousie porterait marasme ma personne, méfie-toi. Il ne serait pas gentil, porte-toi, marasme, porte-toi, ma personne, méfie-toi. Expliquez-nous, c'est quoi le beatbox? Bien, le beatbox, c'est quelque chose qu'on fait avec la bouche. Donc, à l'origine, ça a été dans le hip-hop, ça a été à la mode dans les années 80, disons que c'est devenu quelque chose d'important. On essaie de reproduire des sons d'instruments avec notre bouche. On fait ça sur des rythmiques qui sont particulières, qui ont un certain allant, un groove, on dirait. Et souvent, c'est une cellule musicale qu'on reproduit, donc qui revient. Ça fait une espèce d'effet de transe. Puis là, des fois, on peut même mettre des paroles là-dessus, comme on le fait. On va essayer d'écouter les rythmes de chacun.
Ceux qui veulent, je vais pouvoir lire le texte que vous avez écrit. Ceux qui veulent aussi le présenter sur votre rythme, c'est comme vous voulez. Je rappelle que ce qu'on a fait là, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous si vous le voulez. Comme ses ailes, il scintille comme une goutte d'argent immobile. J'ai cru d'abord que ce n'était qu'un pétale meurtrier vif comme l'éclair. Une flèche épaisse tombe en exploration. Dans l'honnêteté et le respect à ceux qui suivent son esprit, vous permettrez aux femmes toujours à genoux, de jamais parler. Elle sera unique et noire. Comment ça marche avec l'ordi? Bien, ça prend un logiciel d'enregistrement. Donc, il y en a différents logiciels. Moi, j'ai celui sur mon ordinateur qu'on appelle GarageBand. Il vient avec un ordinateur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre différentes pistes de son. Donc, ici, j'ai enregistré, par exemple, si on écoute juste cette voix-là, on entend... Hop, quelqu'un qui fait un son comme ça de sifflement, c'est une texture en particulier. Là, quelqu'un qui va faire un autre son ici en dessous. Et là, en superposant des sons comme ça, on peut faire une espèce de beat. Puis là, ça devient quelque chose d'entraînant, puis on peut lire quelque chose là-dessus. Voilà. Venant lui enseigner, après avoir apprêté comme autrefois, au fond du chaudron de fer, dans la chambre, passa Marie-Amande. Le moyen de faire du pain ne suffisait pas à emplir la boîte comme autrefois. Ils ont imaginé une économie des chiens, le sang qui gèle sur la neige, la fonderie du printemps, l'incroyable crochet. Son cœur pétrit un midi de gis. Le père d'Asponge les deux hommes dans la cuisine. L'ancien n'est pas pu assister les autres. La fenêtre au reflet bleu sang de neige des montagnes à travers la brume. À peine Marie voyait le paysage. À 30 ans, c'était à elle de donner son passage. À 30 ans, c'était à elle de donner son passage enrichi et les roseaux bleus. Un matin, la petite Mathilde se pendit aux jupes de Marie, vacillant sur ses jambes. Marie se retourna, le cœur gros. Voilà. Merci. Bonne nuit tout le monde. Ben non, t'as oublié, il fallait écouter Scolaire le monde avant d'aller dormir. Oh, c'est vrai.